Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Radio Franche. Je suis en compagnie de NVV. NVV, bonjour. Bonjour Hildegarde. Nous voulions aujourd'hui aborder la question de la culture, de la civilisation et de la manière dont on peut la transmettre aujourd'hui. De tout temps, nous avons toujours utilisé les arts pour transmettre la culture, pour transmettre nos traditions, pour transmettre notre héritage. Le médium utilisé était celui de la littérature ou de la poésie, qu'il soit à l'écrit ou qu'il soit à l'oral. Aujourd'hui, l'art s'est diversifié, s'est démocratisé. Nous pouvons aujourd'hui transmettre beaucoup de choses par des médiums très différents. Nous avons le cinéma, nous avons la peinture, nous avons la musique, en plus de la littérature et de la poésie que j'ai évoquées. Mais j'aimerais aujourd'hui aborder la question de la vidéo, de la place de ce médium dans la transmission de notre héritage et surtout dans la préparation de l'après-collapsus. NVV, pourquoi utiliser la vidéo aujourd'hui ? Parce que c'est un outil, je pense, qui permet de faire passer de la musique, de la narration, de l'information. Donc, je pense même que peut-être la suite, moi, c'est ce que j'ai essayé de faire ici, c'est de faire de l'information un art, en quelque sorte. C'est un alliage entre l'information et le beau que j'ai essayé de faire jusqu'à présent. Et je vais continuer, pour ceux qui se disent, mais ils sont où les micro-trottoirs, etc. Je pense que je vais aller beaucoup plus loin. Donc je pense que c'est pour moi, en fin de compte, un domaine de recherche. Et puis on voit le soft power américain, la puissance qu'ils ont réussi à déployer partout dans le monde à travers le cinéma et la musique, effectivement. Moi, c'est quelque chose aussi sur lequel je suis à l'aise. La civilisation s'est transmise par les arts, mais elle s'est même créée. Je pense aux mythes arcadiens, qui sont fondateurs pour la Grèce antique. Et puis par la suite, effectivement, Virgile, Ovide, et puis les légendes arthuriennes pour le Moyen-Âge. Donc effectivement, c'est ce qu'on va essayer de faire ici. Donc pour ceux qui se demandent, voilà, on va continuer là-dessus, on va aller beaucoup plus loin, mais on a besoin de temps. Et c'est vrai que je travaille beaucoup, c'est un petit peu compliqué en ce moment. C'est temporaire. Oui, d'ailleurs, ça me fait penser à Wagner qui disait que l'opéra était l'art total, puisqu'on reprenait à la fois les arts visuels, la danse, la musique et le théâtre, la narration. Aujourd'hui, ce n'est plus l'opéra, c'est un média beaucoup plus démocratique qu'est la vidéo, qui plus est gratuite, contrairement au film qu'il faut payer pour aller voir au cinéma ou pour regarder en streaming maintenant, de plus en plus. Donc effectivement, c'est un médium qui va permettre de s'adresser au grand public. C'est là la force que nous avons aujourd'hui, c'est que nous pouvons diffuser ce que nous souhaitons dans les limites de la censure parfois arbitraire imposée par YouTube, mais nous pouvons continuer à transmettre ce qui nous paraît important via ce médium de manière massive. Ça me fait penser aussi une chose, c'est que, d'une certaine manière, le médium est le message. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on nous avait souvent transmis les mythes fondateurs, via la littérature, via les arts visuels aussi également. Comment la littérature et l'art, dans la manière de transmettre ces mythes, les ont forgés aussi d'une certaine manière. Parce que raconter une histoire par la littérature, par la poésie ou par l'art visuel, la peinture par exemple, forcément il y a des choix qui vont être différents. Quels sont les avantages du médium qu'est la vidéo pour transmettre les messages qui nous sont importants aujourd'hui et qui seront fondateurs pour l'humanité de demain ? Je pense surtout que c'est actuel, en fin de compte, déjà de l'art oral à l'art écrit. Certains pensent qu'il y a eu une perte, Oui. Et puis après de l'écrit au visuel. Mais on peut faire d'autres choses. Encore une fois, moi je pense aussi à l'information. Aujourd'hui, je pense qu'on en est encore... Alors il y a des méthodes effectivement de manipulation, de guerre psychologique, de guerre cognitive, etc. C'est intéressant pour augmenter ses capacités, mais... tout compte fait, je pense que ça peut aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, il y a l'intelligence artificielle aussi dont on pourrait parler, qui vient vraiment créer une révolution industrielle, un petit peu comme l'informatique en son temps. C'est-à-dire que maintenant, on peut automatiser les créations. Mais demeurent les choix artistiques, la vision de la personne qui est derrière. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur tant que ça de l'intelligence artificielle, dans le sens que, dans tous les cas, le brief... c'est pas l'intelligence artificielle qui va la faire. Et puis,
les images, les vidéos, les sons, à un moment donné, il y a une sélection qu'il faut faire. Il y a la configuration de l'intelligence artificielle qu'il faut faire en fonction de ses goûts, en fonction de ce qu'on comprend du brief, en fonction des choix stratégiques et de ce que l'on veut faire passer ou faire mourir aussi. Il y a beaucoup de choses. C'est pas juste communiquer, c'est pas juste de la communication. Ça va plus loin que ça. Donc, je pense qu'en fin de compte, une fois qu'on a réglé cette intelligence artificielle, après, en fonction de ses choix artistiques, son talent, on automatise ses créations. Donc, sur le cinéma, sur la vidéo, moi, en fin de compte, ça correspond à mes compétences, ça correspond à mon charisme. Donc, c'est pour ça que je choisis ça. Et je pense qu'effectivement, aujourd'hui, quelqu'un aurait le niveau d'un Ovide et ferait de la poésie, il serait peut-être pas autant écouté. Ou peut-être qu'Ovide irait vers la vidéo, vers l'information. Tout à fait. Hein, c'est ça, moi, je pense à cet alliage. Et donc, à quoi ça pourrait ressembler ? Tout compte fait, dans ce nouveau paradigme de nature dans lequel nous allons, on en a déjà parlé, alors c'est pas au sens écologiste, sommet de Davos, hein, c'est au sens hiérarchie, sobriété, retour limite, au réel. Retour au réel. Très bonne référence. On peut penser à des choses peut-être plus holistiques, à des formes avec des matériaux aussi peut-être plus locaux, avec des choses qui peuvent être effectivement recyclées, plus enracinés, réparés, durables, des matériaux durables aussi. Hein. Il faut voir que dans le domaine industriel, aujourd'hui, on parle beaucoup de sustainability parce que ça augmente le profit maintenant de faire ça. Hein. C'est-à-dire que les coûts des matières premières ont tellement augmenté qu'il est plus rentable de faire des produits qui peuvent être recyclés, réparés et durables que de vendre en permanence. Après se pose la question effectivement du rapport au coût de l'énergie, puisqu'une pièce qui est fabriquée comme ça, elle fait plus d'aller-retour entre l'atelier de réparation, et donc effectivement les distances à ce moment-là sont très importantes, elles comptent beaucoup. Pourquoi ? Parce que l'échelle des flux est égale au coût de l'énergie, et donc ce que l'on gagne sur les matières premières, on peut le perdre sur l'énergie. Voilà. Donc de toute façon, on va voir apparaître ces choses-là. La question pour moi, c'est comment on va pouvoir transmettre, peut-être sous une autre forme, parce qu'à chaque fois, ça a été transformé. Je reviens aux mythes arcadiens qui sont vraiment, vraiment fondateurs. À cette époque, selon les mythes arcadiens, les dieux mangeaient encore avec les hommes. Mais, donc c'est Zeus, ce sont les mythologies grecques. Zeus mangeait encore avec les hommes, mais Zeus ne voulait pas que les hommes sacrifient d'enfants. Et les Arcadiens sacrifiaient des enfants. Et un jour, les Arcadiens voulant tester les dieux, c'est un petit peu un rapport comme ça qui est très ancien, c'est que l'homme étant confronté à Dieu, il veut toujours être sûr que c'est bien Dieu, et donc il le teste. Et un jour, ils essayèrent de faire manger un enfant sacrifié à Zeus. Zeus s'en rendit compte, renversa la table, symbole de renverser la table, c'est déjà chez les Arcadiens. S'en rend compte avant de manger et foudroie immédiatement tous les hommes impliqués dans cette affaire. Et à partir de ce moment-là, les dieux décidèrent de ne plus manger avec les hommes. On retrouve ça chez Prométhée. Prométhée qui partage la même viande
entre les hommes et les dieux, blasphème. Et à cette période-là, les dieux décidèrent de ne plus manger du tout, mais gardèrent les arômes de la nourriture, gardèrent le plaisir de manger par le fait d'humer les arômes. Et c'est quelque chose qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. À un moment donné, Dieu dit « J'aime l'odeur de la viande grillée ». Alors quand on dit ça, on est choqué, on se dit « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc de barbare et tout ?» C'est beaucoup plus ancien. C'est beaucoup plus ancien. Et l'Ancien Testament a repris les mythologies environnantes de façon à faire passer le message qu'il souhaitait. Et c'est là où on voit effectivement déjà le processus d'inculturation qui est présent dès l'Ancien Testament, en fait. Oui, c'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on en parle d'un point de vue culturel, on a cette religion un petit peu tribale, pour dire les choses clairement, mais en même temps, il y a plusieurs choses. Il y a les mythes qui viennent du zoroastrisme grec, on a quand même un relais à travers l'Ancien Testament, et effectivement, ce rapport à la tribu qui est très spécifique au peuple juif de l'époque. Et effectivement, le Christ, il vient régler un petit peu tout ça. D'ailleurs, je ferai remarquer, le Christ, il est autant Dieu que homme. Hein. C'est quelque chose qu'on retrouvait déjà avant chez les Grecs. Moi, je pense que finalement, la plupart des traditions religieuses et ou mythologiques reprennent à peu près les mêmes mythes. Quand on regarde dans toutes les religions du monde, il y a un épisode de déluge, par exemple. Dans toutes les religions du monde, on a cette idée de l'âge d'or, qui est présente à la fois dans la mythologie grecque, dans la mythologie romaine, dans la mythologie celtique, dans la mythologie nordique, dans le christianisme aussi, avec Adam et Ève. Et on a cet aspect de bannissement de l'âge d'or via, ou à cause plutôt de la cupidité des hommes. Donc on a des idées, des choses qui reviennent assez souvent et qui nous renvoient à la religion naturelle de l'homme, qui, moi, en tant que catholique, je crois être le culte du vrai Dieu, du Dieu vivant et unique en 3 personnes. On retrouve aussi cette idée de l'apocalypse, c'est-à-dire l'attente du divin sur la terre. Cette idée de jonction entre l'immanence et la transcendance, qu'on retrouve aussi dans toutes les religions et qui confère à toutes les religions et à tous les mythes une dimension eschatologique. Parce qu'on accuse souvent le christianisme d'être un progressisme puisqu'on aurait les yeux rivés vers le retour du Christ, mais en réalité, toutes les religions et tous les mythes ont cette attente eschatologique du divin qui viendrait sur la terre pour rendre justice, pour réparer les choses qui ont été détruites, soit par les hommes, soit par les forces du chaos. Qu'est-ce qui est intéressant pour toi Qu'est-ce que tu penses justement de la légende arthurienne qui justement fait jonction entre les traditions païennes, notamment celtiques, et la tradition européenne chrétienne? Alors je parlerai plus de légendes arthuriennes, parce qu'il y en a plein. Les légendes arthuriennes, elles sont vraiment fondatrices, parce qu'il y a plusieurs choses. D'abord, les légendes arthuriennes naissent d'une noblesse paysanne qui est réactionnaire. En fin de compte, c'est très réactionnaire, c'est très intéressant, parce que eux, on se rend compte de quelque chose, c'est que dans les légendes arthuriennes, le roi est faible. Il a besoin de ses conseillers autour de lui. C'est très révélateur aussi d'une époque où les rois se tapaient dessus et où les seigneurs locaux étaient parfois plus riches et plus puissants que le roi central. Exactement. Et on était à la charnière, en fin de compte, où l'absolutisme royal arrivait, le centralisme arrivait. Et donc les légendes arthuriennes, elles sont en réaction à ça, où déjà on veut un roi faible avec une noblesse paysanne qui a sa part du gâteau. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on le retrouve dans le mythe de Merlin. On a vraiment cet accord, cette harmonie entre un paganisme celte, enraciné, et le christianisme. Donc, comme quoi les choses ne s'opposent pas toujours. Oui, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je pense que la meilleure façon d'être païen, c'est d'être chrétien, dans la mesure où le christianisme assume l'héritage des paganismes qui le précèdent pour en tirer le meilleur et pour le rehausser. Typiquement, la chevalerie, c'est ça, c'est la conjugaison entre l'éthique de l'honneur païen et la charité chrétienne.
le mélange des deux donne la chevalerie. Et on peut le dire de beaucoup de traditions, par exemple la fête les feux de la Saint-Jean qui reprennent les feux du solstice, etc. Et en fait, il faut voir le paganisme et le christianisme sous le même rapport que celui qui unit la grâce et la nature. C'est-à-dire que la grâce vient rehausser la nature et, d'une manière analogique, le christianisme vient rehausser le paganisme. Et de ce point de vue-là, en fait, on peut dire que le paganisme, c'est la religion naturelle de l'homme et le christianisme, c'est la religion surnaturelle. Donc il faut voir le rapport qui unit christianisme et paganisme sous le même rapport, à mon sens, qui unit grâce et nature. Ceci étant, il y a quand même eu aussi peut-être quelques pertes où, par moment, par volonté de centralisme, on a effacé des choses qui n'étaient pas nécessaires. Effectivement, Merlin qui reste enfermé dans son rocher, qu'on peut toujours trouver en Bretagne. Comme quoi les Bretons, ça fait quand même un moment qu'ils sont français. Et les cours, par la suite, les cours d'Europe se sont mises à mimer les légendes arthuriennes. Surtout en France et en Angleterre. Exactement. Les Anglais, de toute façon, sont des Français ratés et une nation de boutiquiers. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que à partir de légendes, on a créé des choses réelles. Les cours, effectivement, françaises et un petit peu d'Angleterre, mais d'ailleurs... C'était des Français. Les Plantagenets étaient des Français. Oui, mais d'ailleurs, sur petite digression sur les Anglais, je voudrais quand même remarquer qu'ils parlent un espèce de sabir entre le normand et l'anglo-saxon insupportable. Ils ne différencient pas le tu du vouvoiement. Ils le faisaient à l'époque. Il y avait le tu et le you. Pareil, entre le cabinet d'aisance et les toilettes, enfin, c'est dire où ils en sont. Leur ordre de chevalerie le plus important, c'est l'ordre de la jarretière. Hein. À l'époque, effectivement, la reine ayant fait tomber sa jarretière, personne n'osa la ramasser. Et le roi l'a pris, la leva devant tout le monde et dit au Niçois qui m'y pense. Effectivement, les Anglais parlaient un petit peu français, mais par la suite, bon... Carrément français, même. Mais c'est dire où ils en sont. C'est-à-dire que leur ordre de chevalerie le plus grand, c'est l'ordre de la jarretière. Enfin, je veux dire, bon, ils ne différencient pas non plus le pouvoir et la puissance, qui sont deux choses très différentes. La puissance, c'est ce qui pousse, le pouvoir, c'est ce qui descend. Donc, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, la puissance gagne toujours sur le pouvoir. Donc, c'est pour ça aussi, je pense qu'on a les raisons d'espérer, et même sur le modèle culturel, et c'est peut-être là qu'il y a quelque chose à faire, en tout cas qu'ici, nous, on peut faire quelque chose, c'est que, de la même manière qu'il y a eu des révolutions industrielles, je pense à l'arrivée de l'informatique, tout simplement, et de la 3D, par exemple. Les gens qui avaient le pouvoir à l'époque, dans le secteur industriel, n'utilisaient pas d'ordinateur. Et ils avaient bien le pouvoir, et je peux vous assurer qu'il y avait des gens qui avaient des postes importants et qui ne comptaient pas se servir d'ordinateur. Par la suite, la puissance a fini par remplacer. C'est-à-dire que ces gens sont partis, et ils ont été remplacés par d'autres. Eh bien, dans la création, l'intelligence artificielle crée effectivement, je pense à l'intelligence artificielle, je pense à des nouveaux formats, à des alliages, un petit peu comme j'en ai fait l'ébauche sur Nous voulons vivre, mais c'est pas, encore une fois, c'est une ébauche. Et je pense qu'on va aller beaucoup plus loin et qu'on va essayer de le formuler de manière plus sérieuse. Nous prendrons la place parce que nous avons raison et nous avons la puissance avec nous. Ils ont le pouvoir, ils ont l'argent. Nous avons Dieu, nous avons la puissance. C'est juste une question de temps, d'accord ? Si ça se trouve, dans 6 mois, c'est fini. Dans 6 mois, ça pète. On n'en sait rien.
la question, c'est comment on va pouvoir créer un nouveau mythe fondateur, quelque chose qui fasse du liant pour la suite. Eh ben, moi, je pense à une formule mythologique, légendaire, mais qui serait peut-être plus un mélange entre l'information et le beau, entre une mythologie et de l'informationnel. Et ça, effectivement, ça passe par des images, par de la mise en scène, par un travail de mise en scène. De narratif. De narratif, qui doit être mis, selon moi, effectivement, le médium de la vidéo, à ce moment-là, s'y prête le mieux. Et c'est intéressant, effectivement, de connaître un petit peu comment fonctionne une opération psychologique, une guerre cognitive, mais pour s'en servir pour le bien. Et comment fonctionne un mythe aussi. Et comment fonctionne un mythe. Et c'est là où Homère, effectivement, a eu un rôle vraiment fondamental en écrivant l'Iliade et l'Odyssée. D'ailleurs, petite question à nos auditeurs, pourraient me l'écrire dans les commentaires. Je ne trouve pas de représentation de Paris qui ne soit pas avec un bonnet phrygien. Je trouve ça fou que Paris, quand même, est toujours représenté avec un bonnet phrygien. Je pense que c'est une coïncidence après coup, puisque en fait Paris et la ville de Paris ne partent pas du tout de la même étymologie, puisque la ville de Paris a été nommée d'après la tribu celte des Parisi, qui habitaient la Lutèce de l'époque. Et après la chute de l'Empire romain et la venue des Francs, on a renommé Lutèce en Paris. Voilà. Ok. Mais peut-être que par jeu de mots, par calembour, on a voulu représenter Paris avec un bonnet phrygien. C'est la question. Par rapprochement. Je ne sais pas. C'est une bonne question. Mais en tout cas, c'est pas la même étymologie. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui le croient, mais on le dément ici. Alors c'est dommage quand même parce que Paris, il avait quelque chose d'assez noble, d'assez beau, je trouve. C'est que choisir entre être le roi le plus grand et le plus puissant de la Grèce, être le plus grand des guerriers invincibles, ou encore vivre du plus bel amour jusqu'à sa mort, il a quand même choisi l'amour. Et c'est pour ça qu'il a choisi d'ailleurs Aphrodite comme étant la plus belle des déesses, et tout par-delà. Et c'est intéressant, le lien, j'en reviens. Pourquoi on dit souvent que la haine n'est pas forcément porteuse? C'est qu'on se rend compte que dans toutes ces mythologies, tous ces mythes fondateurs, ça passe toujours par l'amour. L'amour et la guerre, mais c'est toujours lié. C'est toujours lié. C'est deux pulsions qui sont liées, en fait. La pulsion d'amour et la pulsion de mort, d'une certaine manière. En fait, c'est la même force, sauf qu'il y en a une qui est positive et l'autre négative. Parce que la pulsion d'amour va pouvoir aussi mener potentiellement à la pulsion de guerre. C'est ce que dit Homère, c'est ce que dit Exactement, Homère. Puisque en fait, en aimant les siens, on va défendre les siens en passant par la guerre, notamment en dernier recours. La haine, ce n'est pas une puissance, c'est l'absence de quelque chose. Qui n'est pas la colère, hein. La colère est légitime. Hein. La colère est légitime et elle est même saine par moment. Mais la haine, c'est l'absence d'amour. Ça, c'est intéressant dans la théologie chrétienne classique et en particulier dans la théologie thomiste. Le mal est toujours l'absence de bien. Donc, le mal n'existe pas. Il n'y a pas d'existence ontologique du mal. Ce n'est que l'absence de bien. C'est ce que dit saint Thomas d'Aquin. Donc, par analogie, la haine, ce n'est que l'absence d'amour. C'est le refus d'aimer, ouais, bien sûr. Exactement. Donc, c'est négatif et on ne combat pas, on ne gagne pas avec du négatif. On gagne avec du positif. Vous ne pouvez pas combattre avec quelque chose qui n'existe pas, la haine, le mal, etc. On ne construit pas en détruisant. On détruit, exactement. Exactement. C'est exactement ça. Et de même d'un point de vue performatif et efficace, vous n'allez convaincre personne, vous n'allez attirer personne à vous en ayant un discours haineux, si ce n'est des estropiés, des ratés et des personnes mal dans leur peau. Et c'est pas avec ces gens-là que vous allez reconquérir, que vous allez construire une civilisation. Il y en a de plus en plus, hein. Moi, je le vois chez les jeunes, des gens qui sont désespérés. C'est incroyable à quel point notre société actuelle sort des gens complètement de la société, crée effectivement une génération qui est de plus en plus mal dans sa peau et qui est incapable d'être motrice de ce que nous avons besoin, qui est de bâtir. De bâtir, vraiment. Ça, c'est un vrai problème. Hein. Les élites ont bien fait leur boulot d'une certaine manière. C'est vrai. C'est vrai que il est difficile d'être représenté, notamment quand on vient d'en bas et qu'on a des choses à dire.
Je remarque qu'il n'y a personne. Hein. On n'a pas les clés intellectuelles, en fait, ou même efficaces pour faire entendre sa parole. Bah oui, c'est le cas d'ici. Il y a beaucoup de gens qui se demandent, oui, ici, sur cette chaîne, vous avez que des gens, quasiment, qui viennent de classe populaire. Eh bien, on nous ferme toutes les portes. It's in the alchemy, the sum of you and me. Alors, tu nous as parlé de la manière dont on pourrait construire un nouveau mythe aujourd'hui, un nouveau mythe fondateur. Qu'est-ce que tu y verrais dans ce mythe? Parce que là, on a le contenant, mais on n'a pas le contenu. Pour l'instant, on n'a pas détaillé le contenu. Ben, je pense que ça va être le travail d'une vie. Donc, c'est pas encore tout à fait achevé. Il y a encore une fois, il y a quelques brives sur la chaîne où je pense qu'on a réussi à faire sortir des choses. On va essayer de les faire ressortir en beaucoup plus fort. Encore une fois, je pense au relais, à la torche. Moi, je pense à la torche olympique. Voilà. À cette flamme que l'on passe. Après, est-ce qu'il faut... Parce que je vois aussi le côté pratique. Voilà. C'est qu'à un moment donné, qui on prend pour faire ça? C'est vrai que c'est compliqué de trouver des gens qui sont à même d'avoir les couilles. Excusez-moi de le dire comme ça, mais c'est le cas. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir dedans? Eh bien, moi, je pense déjà à une synthèse de tout. Hein, que ce soit l'héritage grec, romain, arthurien, celte, germanique, slave même. Chrétien. Après, voilà, c'est pas encore. Il reste encore beaucoup de travail. Moi, je pense que ce qui doit être raconté dans ce mythe est en réalité tout simple. C'est tout simplement reprendre le fil de la tradition. La tradition avec un grand T, la tradition bien comprise. Parce que la tradition, ce n'est pas le passé, c'est la transmission de quelque chose qui est immuable et qui est éternel. Et comme je l'ai très bien dit, en fait, dans quasiment toutes les traditions mythologiques et religieuses humaines, on retrouve à peu près les mêmes récits fondateurs. Et en fait, aujourd'hui, justement, on n'est pas dans un discours à proprement parler mythologique, on est dans une mythologie qui a été créée ex nihilo. Mais les gens sont sensibles à ça aujourd'hui. Ils sont sensibles. Oui, alors qu'en fait, la distinction justement entre les vrais récits mythologiques, c'est que dans les récits mythologiques, on retrouve toujours une parcelle de vérité qui est transcendante. Alors qu'aujourd'hui, on est dans une mythologie immanente, c'est-à-dire dans une mythologie qui a été créée par l'homme. Typiquement, la mythologie républicaine, la mythologie du vivre ensemble, la mythologie du mondialisme heureux et globalisé. Ça dépend de quelle république, mais bon. La République française, voilà. En tout cas française avec des guillemets autour de française. Mais en fait, on a des mythologies qui ont été créées par les hommes, comme c'est le cas actuellement, qui ont rompu cette chaîne de transmission, de traditions qu'on partage avec plein de peuples, en réalité. La mythologie européenne, entre guillemets, a des points communs avec la mythologie asiatique, par exemple, puisque, en fait, il y a une même tradition à l'origine qui a été après comprise différemment par les peuples. Et aujourd'hui, ce qu'il faudrait, c'est reprendre le fil de la tradition qui a été cassé, notamment par la Révolution. Et donc, en fait, ce qu'il nous faut, c'est retrouver la transcendance d'une certaine manière. Parce que, et j'en finirai là, comme le dit très bien Rémi Brague dans son petit livre que je vous incite à lire, qui est Les encres dans le ciel, la principale différence entre une société traditionnelle et une société moderne, dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est que la société traditionnelle se réfère toujours à un élément transcendant. Ça peut être Dieu, ça peut être la nature, ça peut être les ancêtres, etc. La société moderne se réfère toujours à quelque chose d'immanent, c'est-à-dire à du matériel et surtout à un consensus. On s'est mis d'accord pour que notre mythe soit ça. Et la nature est en train de balayer ça aujourd'hui. Exactement. Et donc du coup, aujourd'hui, on retrouve la nature et ça va nous permettre de renouer justement avec le fil de la tradition qu'on a perdu et qu'on partage avec l'ensemble des peuples de l'humanité, en fin de compte. Alors moi, je mettrais un petit bémol. Tu as dit reprendre la tradition. Moi, je dirais prendre la tradition et innover. Mais c'est ça, la tradition, c'est innover. Parce que tradition... Occidentale. Et la tradition, oui, et la tradition, je tiens à rappeler que tradition partage la même racine étymologique que le mot trahir. Puisque en fait, transmettre, c'est aussi trahir parce qu'on ne transmet pas tout de ce dont on a reçu nos ancêtres. On va forcément piocher, on va faire des sélections
dans la tradition. Et comme le dit très bien l'adage, la tradition, ce n'est pas vénérer les cendres, c'est transmettre la flamme. Et je dis reprendre la tradition parce que le fait est qu'aujourd'hui, on a rompu avec cette tradition. Qu'on le veuille ou non, la modernité nous a coupé avec la tradition. Transmission. Et donc, il va falloir reprendre. C'est pas forcément réactionnaire, parce que je sais que tu n'aimes pas le mot re. Oui. Tu n'aimes pas en tout cas, tu n'aimes pas ce préfixe. Oui. Mais dans les faits, aujourd'hui, la majorité des personnes en Occident ont perdu ce lien avec la tradition. Et donc, il faut le reprendre, effectivement. Est-ce qu'Homère, est-ce que Ovide, est-ce que les légendes arthuriennes étaient si traditionnelles que ça? Je suis pas si sûr. Pas si sûr. Ils ont quand même aussi beaucoup innové et ils ont créé les traditions. Oui, mais l'innovation n'est pas contraire à la tradition. Justement, la tradition, et ça c'est un gros problème qu'on a dans notre société aujourd'hui, c'est que la tradition, on a tendance à le lier au passé. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas lié au passé. La tradition, c'est quelque chose qui est éternel, qui est hors du temps d'une certaine manière. Donc ça ne nous empêche pas d'innover en fait. Oui, ben on innove, mais aujourd'hui on innove pour contrôler les gens aussi. C'est vrai qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses terribles. On pourra peut-être faire aussi des choses bonnes. Oui, ce n'est qu'un moyen, finalement. C'est qu'un outil, c'est un outil neutre. Bon, après, effectivement, le jour où il y a une panne, ça devient compliqué. Mais chez les Grecs, j'en reviens, il était mal vu de travailler la terre. C'était un travail qui était voué aux esclaves. Humiliant. Et d'ailleurs, le mot humus signifie terre, et a donné le mot humble. Et justement, il fallait plutôt être tourné vers les arts, vers la politique, vers la philosophie, etc., etc., etc. Moi, je ferais remarquer quelque chose. Avec l'intelligence artificielle, un tracteur avec un petit peu d'intelligence artificielle, il va pouvoir cultiver un champ tout seul. Il y a beaucoup de choses. Alors, vous avez effectivement le discours, mais moi, je pense qu'il est vraiment mourant, qu'on entend des élites. Je pense à Harari, là, l'espèce de prophète du sommet de Davos qui dit en gros que avec l'intelligence artificielle, il va y avoir 30% de dieux, de gens qui serviront à quelque chose. Ce sont ses mots, pas les miens. Et 70% d'inutiles. Mais attendez, c'est 70% entre guillemets d'inutiles. Ils vont peut-être pouvoir faire, comme à l'époque, chez les Grecs, se tourner vers la communauté, faire du lien entre êtres humains, vers les arts, commencer à réfléchir aussi. Donc, c'est pour dire tout n'est pas négatif. Et on arrive vraiment à une charnière. Moi, je garde fondamentalement espoir parce que je pense que ce qu'on nous dit et la façon dont on nous matraque avec beaucoup de moyens n'aura pas beaucoup d'avenir. Je pense que ça ne peut pas durer longtemps. Et donc, là où il faut se mettre au travail, c'est à imaginer quelque chose. Mais déjà, il faut des mythes fondateurs. Et il n'y a pas que ça. Petite information. Après, c'est chacun en fonction de son charisme. Vous avez une intelligence artificielle qui est open source, qui est libre d'accès, qui s'appelle Stable Diffusion. D'accord ? Stable Diffusion. Allez voir sur Internet. Essayez. Téléchargez. Entraînez-vous là-dessus. Vous pouvez très bien... Une personne peut inonder les réseaux sociaux d'affiches, de création visuelle. De création visuelle, ouais. Avec une seule intelligence artificielle. Donc voilà, il y a des choses. C'est qu'est-ce qu'on en fait ? Alors plutôt que de réagir, agissons. Agissons.
D'ailleurs, sur ce paradigme de nature, j'aurais une petite question à poser à Hildegarde, c'est sa spécialité. Est-ce que on va pas aller vers une certaine unification, puisque la modernité a quand même séparé les choses de manière technique, y compris les corps de métier, etc., etc. Comment tu le vois, toi ? Je pense que le paradigme de la nature qui est le suivant, qui va succéder à celui de la modernité, voire de la postmodernité, va être celui de l'organique et de la réunification. Qu'est-ce que j'entends par là ? En fait, comme tu l'as très bien dit, NVV, la modernité, c'est fondamentalement un mode de pensée qui est fondé sur le nominalisme, sur le dualisme, c'est-à-dire sur des pensées qui divisent et qui décomposent. Par exemple, on va diviser Dieu et la création. Donc, on ne voit plus de sacré ni de spirituel dans le matériel et dans la nature. Donc, ça aboutit à la crise écologique. On va séparer le maître du travailleur, ce qui va donner naissance au salariat. Donc, le maître n'aura plus d'engagement réel envers le salarié, si ce n'est que de le payer, mais il n'aura plus, par exemple, d'obligation envers lui en termes de nourriture, en termes de logement, etc. On a séparé aussi le corps et l'esprit, ce qui a donné naissance à la théorie du genre, c'est-à-dire je fais ce que je veux avec mon corps. À l'existentialisme. Exactement, ça a mené à l'existentialisme. On sépare l'essence de sa vie, puisque c'est la vie qui va donner l'essence de l'homme, et ça a donné aussi naissance au remplacisme, c'est-à-dire que on a séparé l'homme de sa terre. Et donc tout ça, ça participe à la modernité. Tous ces courants-là, toutes ces catégories, tous ces phénomènes qu'on croit être isolés sont en fait profondément liés par la même idéologie qui les sous-tend, à savoir l'idéologie dualiste, l'idéologie de « je sépare des choses qui sont en fait liées ». Et donc, le paradigme de la nature va nous permettre d'unifier des choses qui ont été abusivement séparées par la nature, séparées par la modernité. Tu as parlé d'essence, tu mets l'essentialisme aussi dedans, parce que l'essentialisme, il divise aussi quand même. Qu'est-ce que tu entends par là ? L'essentialisme, il essentialise l'homme, c'est-à-dire que tu es né comme ça, tu resteras comme ça. Donc il y a une partie naturelle dedans, et il y a une partie aussi qui catégorise, je pense aux races humaines. Je pense à ces sujets-là, tu le vois comment, toi ? Parce que finalement, l'essentialisme et l'existentialisme participent du même phénomène. L'essentialisme, c'est aussi moderne, d'une certaine manière. En tout cas, dans sa vision scientifique. Non, c'est une question, hein ? Darwinienne, presque. Oui, mais ça divise pas. Ça catégorise. Ça catégorise, mais ça ne divise pas. C'est-à-dire que le fait de dire, t'es asiatique, t'es né en Asie, et tu as vocation à rester sur cette terre, au contraire, c'est une vision traditionnelle Moi, des choses. Je te pose la question. Hein. C'est une vision naturelle des choses. Si les deux vont pas être rejetés pour quelque chose de beaucoup plus organique et... Mais justement, c'est ça le véritable organisme. Le véritable organisme, c'est faire un avec sa terre, c'est faire un avec ses ancêtres, et c'est faire un avec son futur qu'on va être libre de pouvoir décider en formant une communauté politique qui soit cohérente, c'est-à-dire basée sur l'appartenance nationale, ethnique, etc. On y arrivera. Le chemin est peut-être encore long. Que Dieu bénisse nos poings dans la gueule des mondialistes.いい加減にしろ。この星をめちゃくちゃにしやがって。貴様ら一体いくつの星を壊せば気が済むんだ。バカな。貴様はもう謝っても許さねえぞ、このクズ野郎。Merci NVV pour ton intervention. Merci Hildegarde. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Restez solides.